Chers étudiantes, chers étudiants, aujourd'hui nous entamons notre sixième séance. Elle sera consacrée à l'analyse des ressources et des compétences. Pour ce faire, je vous propose d'établir un cadre théorique. Le rôle de ce cadre est de définir la problématique et la question que nous souhaitons discuter au niveau de cet axe. Il sera important à cet égard de déterminer le modèle de ressources et de compétences que nous souhaitons mobiliser et les concepts clés qui lui sont liés, bien sûr en lien avec le problème que nous souhaitons traiter. Quel était donc le problème que nous avons souhaité traiter depuis le début de ce cours? Pour rappel, le rôle de la stratégie consiste à assurer une adéquation entre l'état de l'entreprise et ses ressources et l'état de son environnement. La question stratégique qui en découle était donc la suivante. Comment les entreprises vont-ils assurer l'adéquation entre, d'un côté, la capacité stratégique et de l'autre côté, les facteurs clés de succès? Là, nous avons constaté que les entreprises adoptent deux logiques. Et donc, la première logique, c'est une logique que nous avons qualifiée logique d'exploitation. Et là, l'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'identifier les facteurs clés de succès qui existent déjà sur le marché, sur son environnement. Et donc, il va essayer de le maîtriser en mobilisant une capacité qui lui est propre. La stratégie qu'il adopte, c'est une stratégie qu'on peut qualifier déductive. Donc, elle est déduite de l'environnement. Et donc, c'est aussi une stratégie d'adaptation. L'autre logique, c'est une logique que nous avons qualifiée d'exploration. C'est une stratégie inductive. Pourquoi? Parce que là, l'entreprise, il va essayer pas d'exploiter le facteur qui existe sur le marché, mais essayer d'inventer de nouveaux facteurs clés de succès. Et donc, si vous voulez, de modifier les règles du jeu et d'imposer sa volonté à son environnement. Et la stratégie qu'il adopte, c'est une stratégie d'imposition. Dans la sixième séance. Et donc, dans la sixième séance que nous allons traiter aujourd'hui, et aussi dans la séance 7 qui va suivre, nous cherchons à dévoiler le mystère de ces entreprises qui ont cette capacité d'imposer leur logique et leur ordre à leur environnement. Et donc de réinventer les règles du jeu. C'est l'approche basée sur les ressources based view, qui a le mérite, si vous voulez, de nous permettre de pénétrer cette stratégie d'exploration et de comprendre le comportement de ces entreprises qui ont cette capacité d'imposer les règles du jeu à leur environnement. J'attire à votre attention que l'analyse des ressources des compétences, c'est une analyse interne. Donc, il va se consacrer, si vous voulez, d'identifier les moyens dont dispose l'entreprise et qui fait d'elle une entreprise capable de réinventer les facteurs clés de succès. Ce cadrage théorique nous est donc indispensable pour avoir une idée sur la stratégie d'activité que nous avons déjà traitée au départ. Nous avons qualifié la stratégie d'activité comme une stratégie de positionnement de l'entreprise. Et donc, comment l'entreprise comme telle se positionner? Et donc, autrement dit, sur quoi l'entreprise va s'appuyer, reposer pour tirer son avantage concurrentiel. Et à quoi tient son avantage concurrentiel? Et quelle est l'origine de son avantage concurrentiel? Lors de la séance 4, nous avons constaté que les fondements de l'analyse de l'avantage concurrentiel sont de deux types. Soit il va tirer son avantage concurrentiel d'une stratégie fondée sur le coût et la différenciation, et soit il va tirer son avantage concurrentiel d'une stratégie fondée sur la rupture. Et donc, l'analyse sur la rupture, dans la logique d'exploitation qui nous intéresse ici, c'est l'environnement qui domine. Donc l'entreprise va se contenter, si vous voulez, à agencer ses moyens pour qu'il puisse exploiter ce qui existe comme facteur clé de succès bien établi de son environnement. Donc, dans cet agencement, l'objectif de l'entreprise, si vous voulez, c'est un objectif d'exploitation au sein d'une activité qui existe et dans laquelle les facteurs clés de succès sont bien établis. Si l'entreprise a la capacité de maîtriser ces facteurs clés de succès qui existent sur le marché, il va pouvoir, si vous voulez, tirer un avantage concurrentiel qui lui permet, si vous voulez, d'avoir une performance supérieure à celle de ses concurrents. Cependant,
tenter de dépasser les concurrents sur la base des critères, qu'on va dire des critères, sur la base des mêmes critères de concurrence, suffit-il à l'entreprise pour qu'il puisse garantir sa survie? Est-ce que ça va lui permettre de se mettre à l'abri? Est-ce que ça va lui permettre, si vous voulez, de générer de façon continue de la rentabilité? Selon deux universitaires, Kim et Meuborn, en 2005, lorsqu'ils ont publié leur ouvrage en 2005, intitulé Stratégie d'océan bleu, ces deux universitaires, Kim et Meuborn, disaient quoi? Ils considèrent que les entreprises qui optent pour ce type d'attitude, c'est-à-dire qu'elles vont se contenter, si vous voulez, d'exploiter les facteurs clés de succès qui existent sur le marché, ils adoptent ils plongent dans ce qu'ils appellent, ils plongent dans un océan rouge. La couleur rouge signifie quoi? Signifie le sang des concurrents qui s'entre-déchirent au sein d'un environnement complètement saturé. Et donc, surtout que de cet environnement saturé, on assiste à une instabilité croissante des marchés, à une intensité concurrentielle, certains auteurs l'appellent même l'hyperconcurrence. On assiste à la déréglementation, on assiste au développement des technologies de communication. Et donc, dans cette perspective, lorsque l'entreprise adopte une stratégie, on va dire, sanglante, de type océan rouge, ça ne peut marcher que dans un espace-temps bien déterminé, pour une période déterminée, pour un environnement déterminé. Et là, qu'est-ce qui va se passer si son environnement n'est plus stable? Et donc, sa réussite est mise en jeu, et donc, sa stratégie qui fondait sur l'exploitation des avantages concurrentiels stables, traditionnels, et fondée sur l'exploitation des facteurs clés de succès qui existent déjà sur le marché. C'est une stratégie qui apparaît, on va dire, particulièrement risquée. Pour comprendre cette façon de raisonner, et pour comprendre cela, faisons appel à deux enquêtes. La première enquête, c'est une étude menée en 1983 par deux chercheurs, Weiss et Anne Pascu. Et la deuxième enquête, c'est un classement Fortune 100 qui regroupe les 100 premières entreprises américaines. Quels étaient leurs constats? Chez Weiss et Pascu, seulement 39% des leaders en 1950, toute industrie confondue, avaient conservé leur place de leader en 1975. Donc, ce qui fait 25 ans après, sur 100 entreprises leaders qui existaient en 1950, à peine 39% qui existent toujours. Et dans le classement de Fortune 100, on peut lire que moins de 20 entreprises présentes en 1965 le sont encore quelques 50 ans plus tard. Donc, sur les 100 entreprises qui existaient en 1965, en 2015, à peine 25 entreprises qui existent encore. Et donc, que peut-on en déduire comme conclusion? Pour les deux recherches, on peut déduire que seules les firmes dominantes, ce qu'il appelle les challengers, persistent. Et ils persistent pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de redéfinir à leur avantage les modalités de fonctionnement du jeu concurrentiel. Ça veut dire qu'ils ont été capables, si vous voulez, de réinventer les règles du jeu et d'imposer leur volonté à leur environnement. Et là, on se retrouve quoi? Les entreprises qui s'inscrivaient dans l'océan rouge, ils ont disparu. Les entreprises qui sont inscrites dans une stratégie d'océan bleu, ils persistent toujours. Sauf qu'il y en a moins en moins. Et donc, comparons les deux stratégies. Comparons les deux océans, l'océan rouge et l'océan bleu. Que constatons-nous? Dans l'océan rouge, l'entreprise va agir dans les marchés qui existent déjà. Par contre, dans l'océan bleu, l'entreprise va créer de nouveaux marchés, ce qu'on appelle les marchés vierges. Kim et Meuborn appellent ça les espaces stratégiques vierges, c'est-à-dire ces espaces pas encore investis par des concurrents. L'entreprise ici, il va chercher à battre les concurrents. Par contre, ici, l'entreprise va essayer de mettre les concurrents hors jeu. Donc, il va inventer des nouvelles règles du jeu, et ce qui fait que les concurrents doivent avoir le temps, si vous voulez, pour qu'ils puissent réagir. Donc, ils sont mis hors jeu.
L'entreprise là, elle va essayer d'exploiter une demande qui existe. L'entreprise va essayer de créer une nouvelle demande. Là, l'entreprise va essayer d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix sur la base de ce qu'il existe. L'entreprise va essayer de casser ce cercle qualité-prix et de réinventer un nouveau rapport avec une nouvelle qualité, un nouveau prix. Là, l'entreprise va essayer de poursuivre une différenciation ou une stratégie basée sur le coût, le bas prix. Là, l'entreprise va essayer de se baser sur une différenciation ou des prix élevés. Et donc, la situation de problème que nous avons décrit à l'instant, il nous impose, si vous voulez, tout compte fait, un glissement en termes d'analyse. Donc, le modèle de ressources et de compétences, il nous invite, si vous voulez, d'opérer un glissement d'une école de pensée stratégique vers une autre école. Et là, on va opérer un glissement de l'école industrielle dominée par Porter vers une nouvelle école qu'on appelle école autrichienne, comme vous avez comme auteur, vous avez Hamel, Prahalad, Barnet et bien d'autres. Et donc, dans l'école industrielle, l'analyse se basait sur l'analyse de la structure du secteur. Donc, nous sommes plus dans l'analyse de l'environnement. Par contre, dans l'école autrichienne, il consiste à analyser le comportement des firmes. C'est-à-dire le comportement des firmes challengers qui imposent leur volonté à l'environnement. Dans l'école industrielle, l'analyse, c'est l'analyse du déterminisme structurel. Ça veut dire quoi, le déterminisme structurel? Ça veut dire que c'est l'environnement qui détermine l'entreprise, c'est l'ensemble qui détermine l'élément. Par contre, dans le volontarisme stratégique, c'est l'élément qui détermine l'ensemble. Et là, nous sommes dans le débat, fameux débat, toujours qu'on peut traduire en arabe, dans le déterminisme structurel, il est déterminé. Par contre, dans le volontarisme stratégique, l'entreprise est plutôt, il a le libre arbitre. Dans l'analyse de l'école industrielle, les entreprises ils vont chercher à trouver une sorte d'équilibrage. Et cela peut fonctionner à travers ce qu'on appelle un verrouillage. Et donc les firmes, ils ont les intérêts à limiter les affrontements de manière à préserver une rentabilité de l'activité. Donc ils n'ont pas intérêt à déclarer la guerre à tout va, sinon tout le monde va perdre. Par contre, ici, dans l'analyse de l'école autrichienne, on parle plutôt de la dynamique, fondée sur la rupture. La rupture devient un élément fondamental au cœur du processus concurrentiel. Et donc les entreprises qui dominent, ils vont participer activement à la rivalité en vue d'améliorer sa position. Donc là, nous sommes dans la rivalité, alors que là, nous sommes dans l'entente. Prenons un exemple de quelques entreprises pour qu'on puisse comprendre ce changement de perspective et ce glissement d'analyse. Nous avons comme exemple, vous avez Amazon, Ryanair, CNN, Ikea, Bic, Zara, Uber et bien d'autres. Concernant Amazon, il a créé une plateforme de vente en ligne et donc il va miser une stratégie de rupture à travers laquelle il a commencé à distribuer en ligne des livres en 1995 et des disques en 1998. Ryanair, il propose, si vous voulez, des billets low cost, des prix très réduits, avec des offres très, avec le minimum de services. Le CNN, il proposait la diffusion en continu de la formation. Ça, c'était original. Donc, il a changé, si vous voulez, les activités médiatiques audiovisuelles. Ikea, il propose du meuble en kit, en libre service. Bic, il proposait pour la première fois le rasoir jetable. C'était nouveau. Zara, il misait beaucoup sur le renouvellement des stocks, sur la réactivité, ce que nous avons appelé stratégie de prolifération dans le temps. Uber, il va jouer l'intermédiaire, il propose une plateforme intermédiaire entre les taxieurs et les voyageurs. Et là, il va miser sur le service sans qu'ils puissent investir aucun dollar. Et donc, ces entreprises sont parties, si vous voulez, à la conquête du futur, comme l'affirment dans leur ouvrage Hamel et Prahalad. Et donc, les deux auteurs pensent que les entreprises qui ont cette stratégie-là
il mise beaucoup sur les compétences et les ressources propres. Et pour comprendre cela, il nous propose, si vous voulez, leur métaphore, la métaphore de l'art, pour pouvoir comprendre le comportement de ces entreprises. Donc, la métaphore de l'art, vous pouvez voir avec moi qu'il est décomposé en plusieurs strates, plusieurs niveaux. En haut, vous avez les produits finaux, c'est-à-dire les fruits de l'arbre. Au milieu, juste en bas des produits, vous avez les DAS, qui représentent les branches d'arbre. Et vous avez dans le tronc, vous avez les produits de base, ou le processus d'activité qu'adopte l'entreprise pour produire ces produits-là. Et en bas, dans les racines, vous avez les compétences de base. Les compétences clés sur lesquelles l'entreprise, selon les auteurs, sur lesquelles l'entreprise va pouvoir, si vous voulez, tirer un avantage concurrentiel, pas traditionnel, mais plutôt durable. Et donc la question qu'on va poser maintenant, est-ce que l'avantage concurrentiel, il est fondé sur la position ou sur les ressources? Selon les auteurs, les avantages concurrentiels ne sont plus liés à la position, mais aux ressources détenues par l'entreprise. Et donc, si c'est le cas, oui, mais à quelles conditions? L'avantage concurrentiel position en ressources. Donc, si on comprend que selon l'approche fondée sur les ressources et les compétences, ou le modèle ressources-compétences, pour eux, l'avantage concurrentiel est davantage fondé sur les ressources. Mais essayons d'abord de comprendre, analyser cette réponse-là. Donc, cette entreprise crée un avantage concurrentiel, il le fait à travers deux manières. Soit elle va tailler une position sur le marché, en misant sur quoi et il est capable de tirer un avantage sur sa position parce qu'en face d'elle, il existe des forces concurrentielles qui sont suffisamment faibles. Et donc, il peut dégager, si vous voulez, un surplus plus élevé que la moyenne du fait de sa position. Cette position s'explique par la faiblesse des concurrents. Et de l'autre côté, l'entreprise peut tirer un avantage concurrentiel lorsqu'elle va développer des ressources, des capacités internes qui lui sont propres. Et ce qui va lui permettre de creuser l'écart entre elle et ses concurrents. À quelques moments, les avantages concurrentiels ne sont plus liés à la position, mais aux ressources détenues par l'entreprise. Chez certains auteurs, les avantages concurrentiels liés à la position dans un marché, dans un secteur de l'industrie sont durables, à condition que l'industrie est relativement stable. Donc ça marche lorsque l'industrie est stable. Qu'est-ce qui va se passer si ce secteur-là, industriel, il va subir des soubresauts, des instabilités qui vont modifier les règles du jeu. Et donc là, on peut dire que l'industrie va changer en raison de l'évolution rapide des technologies, en raison des modifications dans la réglementation, en raison de la transformation de la demande. Les avantages en matière de viabilité, dans ce cas-là, sont diminués. Donc l'entreprise ne peut plus miser sur la position qu'il occupait dans un secteur, dans un TAS, uniquement comme si ne rien n'était. Donc la période d'avantage concurrentiel ici est réduite, à tel point que la position de l'entreprise n'est plus une source d'avantage concurrentiel et de profitabilité. Donc dès que le secteur subit une instabilité, la position de l'entreprise n'est plus défendable. Seules les ressources et les capacités internes vont lui permettre à l'entreprise de pouvoir défendre sa position et aussi de garantir un avantage concurrentiel qui semble être durable. D'où provient l'avantage concurrentiel dans ces conditions? Selon l'approche basée sur les ressources, l'avantage concurrentiel résulte des forces internes de l'entreprise. De ces forces peuvent être durables que sa position. Et donc, ces forces peuvent être durables que sa position. Pourquoi peuvent être durables que sa position? Parce que les forces et les capacités de l'entreprise sont des capacités qui lui sont propres et qui lui permettent d'imposer sa logique et sa volonté à son environnement. Ces forces expliqueraient mieux les différences de rentabilité entre les entreprises, même lorsque les conditions de l'industrie leur sont favorables et même lorsque les conditions technologiques, industrielles, des marchés changent rapidement. Et donc, les entreprises qui disposent d'une capacité forte, d'une ressource interne forte, lui permettent, si vous voulez, mieux supporter, mieux s'adapter à tout changement brusque qui peut remettre en cause les règles du jeu.
Donc, par exemple, une entreprise qui possède des ressources rares et des capacités lui permettant de s'adapter au changement pourra en retirer une supériorité unique et donc durable sur sa concurrence. Que peut-on en déduire? Son approche basée sur les ressources, il tente donc de répondre à la question suivante. Pourquoi certaines entreprises ont-elles des performances supérieures à celles des autres dans la même industrie? La réponse est la suivante. Et que les entreprises qui ont des performances supérieures profitent d'avantages concurrentiels provenant des ressources et des capacités qu'elles seules contrôlent et qui ne sont pas disponibles aux autres. Donc les brevets, par exemple, que détient Apple et Microsoft peuvent être considérés comme des ressources, des capacités que ces deux entreprises contrôlent et qui leur permettent, si vous voulez, d'imposer leur capacité et imposer leur façon de voir les règles du jeu au marché. Donc la séance 7 prochainement, on va essayer de nous atteler aux notions de base qui sont liées au modèle de ressources et de compétences. Vous pouvez voir à travers moi sur l'écran que nous avons par exemple le concept de capacité seule. Ça veut dire quoi? Quelles sont les capacités dont l'entreprise doit disposer pour qu'elle puisse entrer et exister dans un marché. Et donc pour cela, il a besoin, si vous voulez, de ressources requises et de compétences nécessaires. Mais cela, selon l'approche ressources-compétences, ne lui sont pas suffisants pour que l'entreprise puisse durer et qu'elle puisse tirer un avantage concurrentiel qui est durable. Donc, pour que l'entreprise puisse avoir un avantage concurrentiel durable, il faut qu'elle dispose d'une capacité stratégique, mais pas d'une capacité seule. Et cette capacité stratégique, il est la combinaison des ressources uniques et des compétences fondamentales. Et cette combinaison va permettre à l'entreprise de développer une capacité qui lui permet d'avoir un avantage concurrentiel durable. Donc, dans la séance 7, on va voir quelles sont ces différentes, qu'est-ce qu'on entend par ressources, quels sont les différents types de ressources et quelles sont les conditions pour qu'une ressource puisse être considérée que c'est une ressource stratégique, quelles sont les compétences clés et compétences fondamentales. Donc, on va essayer de développer tous ces éléments-là prochainement dans la séance 7. Sur ce, je vous souhaite excellente soirée. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.